Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Je vous propose cet après-midi une conférence sur la philosophie de l'histoire. Alors c'est même un peu plus complexe que ça parce que dans ce commentaire que je vais donner d'un billet de blog que j'ai écrit il y a quelque temps, il va être question certes de la philosophie de l'histoire, c'est-à-dire une réflexion sur le sens ou la signification globale que peut avoir le processus historique, c'est-à-dire l'ensemble des événements qui font le cours de l'histoire humaine. Mais au-delà de ce thème, ou en intrication en tout cas avec cette problématique, je vais me livrer à quelques considérations, quelques affirmations philosophiques sur d'autres branches de la philosophie, comme par exemple la philosophie de la nature, la philosophie de la connaissance, la philosophie de l'action, et puis la question du fondement de la morale qui sera aussi abordée entre autres choses. Donc ça va être un texte assez transversal en termes de problématiques philosophiques abordées. C'est un texte que j'ai écrit qui, contrairement à mes habitudes, n'est pas vraiment de style académique avec une présentation voilà, très argumentée et rationnelle. Thèse 1, argument 1, considération de l'objection 1, etc., comme le feraient nos amis philosophes analytiques. C'est plus un texte qui a une forme extérieure assez assertive, hein, ce qui n'est pas vraiment ce que j'apprécie habituellement, mais disons que je l'ai fait de cette façon-là, dans un espèce de mouvement d'inspiration poétique, hein, donc là pour le coup ce serait plutôt continental entre guillemets en termes de style d'écriture. Donc voilà, une fois n'est pas coutume, je me suis un petit peu livré à des essais ou à une sorte voilà, de gestes d'écriture un peu improvisés. Donc là j'ai mis, si vous voyez le début du billet à l'écran, une liste de philosophes qui m'ont inspiré sur telle ou telle partie des thèses que je vais présenter ou développer sans forcément argumenter sur le fond dans mon écrit. Je vais aussi peut-être faire rapidement ressortir en introduction quelques-uns des enjeux ou quelques-unes des oppositions qui structurent le texte, parce que bon, comme je vous ai prévenu, c'est un texte qui est assez poétique, où j'ai essayé de travailler vraiment la forme, pour une fois, la forme littéraire, et qui donc n'est pas forcément régi par des normes, on va dire, académiques de clarté ou de rigueur telles que vous pouvez y être habitué pour ceux qui me suivent un petit peu. Il est donc assez cryptique, hein, il a quelque chose de méditatif et il ne livre pas tout son mystère, ce texte. Hein. Voilà, donc je vous préviens vraiment, il faudra faire un effort pour entrer dedans, quoi. Simplement, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'en matière de réflexion donc, sur la philosophie de l'histoire, sur le sens général de l'histoire humaine, il va s'agir dans cet essai de repousser deux alternatives philosophiques majeures sur la question, que j'appellerais d'un côté la position des philosophies de l'absurde, et de l'autre côté la position des philosophies du sens de l'histoire, ou en tout cas au sens où on peut être habitué à ce type-là de conception de l'histoire dans la philosophie occidentale. En effet, il y a apparemment deux façons possibles de penser la question du sens de l'histoire. Soit il n'y en a pas, donc pas de sens de l'histoire, ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement vers un but général qui donnerait le sens ou la clé de l'histoire humaine, il n'y a pas vraiment de signification, et donc quand on parle de la question du sens, il faut la voir à la fois sur le plan de la signification, de la valeur du processus historique, mais aussi sur le plan du sens au sens d'une direction, d'un mouvement vers un idéal final, un état final du mouvement de l'histoire de l'humanité. Donc pour les philosophes de l'absurde, il n'y a aucun sens, quel qu'il soit, à chercher dans l'histoire prise dans son ensemble. Et alors s'il n'y a pas de sens du processus global historique, ce qui serait par exemple la position qu'on connaît dans cette phrase fameuse de Shakespeare, lorsqu'il fait dire à l'un de ses personnages « L'histoire est une fable écrite par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. » Si on adhère à cette position absurde sur l'histoire dans son ensemble, ça pose quand même un problème sur le sens et la valeur des actions humaines individuelles et de finalement tout ce qu'on fait, parce que tout ce qu'on fait partie de l'histoire. Donc s'il n'y a pas de sens au niveau du tout,
c'est quand même problématique qu'il puisse y avoir un sens au niveau des parties, au niveau de nos actions individuelles, au niveau de ce qu'on fait de nos vies en particulier. Si l'histoire humaine est absurde, normalement, nos vies qui en font partie sont tout aussi absurdes. Donc on ne peut pas faire de l'absurde à moitié. Vous voyez, le défaut de la position absurde en matière de philosophie de l'histoire, c'est qu'elle sabote aussi, me semble-t-il, toute normativité morale, toute justification rationnelle de nos actions, de nos valeurs, de nos choix. Et voilà, il ne peut pas y avoir de fondement de nos valeurs morales. Ce serait la position qu'on trouverait par exemple chez Camus. Et puis, inversement, vous auriez la position pour laquelle, au contraire, si, il y a un sens de l'histoire. L'histoire va vers quelque part, elle a une trajectoire générale qui donne à la fois son sens à nos actions, et puis qui explique finalement ce que fait l'humanité prise de façon collective. Et alors, les individus ou les philosophes qui défendent cette deuxième conception, qu'on pourrait qualifier de rationaliste, au sens où il y a un but connaissable à l'avance, on pourrait vous croire dans un premier sens qu'ils s'opposent au précédent et qu'ils affirment donc la valeur du sens contre ceux qui affirment qu'il n'y en a pas. Mais cette opposition, elle n'est pas forcément si nette que ça, parce que si on y réfléchit bien, si le mouvement de l'histoire humaine va vers un but prédéterminé à l'avance, que ce soit un but positif, dans ce cas-là on serait dans un mouvement historique vers un progrès final, ou vers un but négatif, dans ce cas-là on est tous en train d'agir vers un but qui sera au final catastrophique, comme je sais pas, l'épuisement des ressources naturelles par exemple. Si on admet ces deuxièmes types de conceptions, qu'elles soient pessimistes ou optimistes, c'est un point secondaire. Certes, il y a un sens au sens d'une direction et au sens d'une explication, d'une élucidation du contenu total de l'histoire humaine. C'est beaucoup plus rationaliste puisque ça répond à la question du sens, mais ça fonde pas vraiment tant que ça la valeur de nos actions et ça répond pas forcément à ce qu'on pourrait appeler notre aspiration à un sens de la vie, parce que s'il y a un but prédéfini vers lequel tendent les actions des êtres humains, comment dirais-je, enfin de l'espèce prise dans son ensemble, finalement, vous n'avez pas vraiment de choix à faire, ou tout du moins, tout ce que vous ferez ne changera pas, qu'in fine, on va vers le but prédéfini à l'avance. Donc, vous sortez de l'absurde, mais pour entrer dans la nécessité absolue, pour entrer dans une sorte de fatalisme, qui n'est pas vraiment une sortie de l'absurde, me semble-t-il. En tout cas, ce serait contestable qu'on sorte vraiment de l'absurde en adhérant à une philosophie de l'histoire, comme on en trouverait chez Kant, Hegel, ou d'autres auteurs qu'on associe parfois, pour certains, à la philosophie des Lumières. Voilà, si tout le mouvement historique va de manière fatale et prédéterminée vers un avenir, quel que soit son contenu, vous pouvez essayer d'accélérer le mouvement et y adhérer pleinement. Vous pouvez éventuellement ne pas y adhérer, mais si vous y adhérez, vous ne faites qu'adhérer à ce qui est nécessaire et du coup, on ne comprend pas très bien la valeur de ce choix. Et si vous le refusez, ça semble encore plus absurde parce que refuser ce qui est inéluctable, c'est un petit peu vide de sens aussi, quoi. Donc, le problème de ces alternatives, et notamment de la deuxième, c'est que dans la première, on sauvegarde la liberté, mais tout est absurde, et dans la seconde, il y a un sens, mais c'est au prix de la liberté, puisque, quoi que vous fassiez, l'histoire elle est déjà prédéterminée vers un idéal. Et donc, ce que j'aimerais faire un petit peu dans mon texte, la principale alternative philosophique que j'aimerais repousser dans ce biais, c'est donc cette alternative entre philosophie de l'absurde et philosophie rationaliste du sens de l'histoire. Ça, c'est le premier clivage. Un autre clivage que je vais brièvement traiter dans l'un des paragraphes du biais, c'est le clivage entre philosophie de l'histoire cyclique et philosophie de l'histoire linéaire. Mais bon, c'est une partie du texte qui me semble relativement claire, donc je ne vais pas forcément plus que ça vous le teaser. Et puis il y a un autre clivage philosophique duquel j'essaie un petit peu de m'échapper ou de m'extraire dans ce biais, qui est le clivage entre l'empirisme et le rationalisme dans les philosophies de la connaissance. Donc d'un côté l'idée que tout ce qu'on peut savoir se résume à ce qu'on peut expérimenter immédiatement, à
dont on peut avoir une sensation ou une expérience immédiate, et de l'autre l'idée qu'il n'y a pas simplement une succession d'éléments qu'on ne fait qu'observer, mais dont on ne pourrait pas donner finalement le sens ou l'explication, mais qui au contraire, donc la position des rationalistes, qui va essayer de tirer toute la connaissance possible à partir d'une connaissance de base principielle, et ensuite enchaîner des propositions logiques pour atteindre l'ensemble des vérités possibles. C'est aussi une conception de la connaissance, dont je pourrais faire dans d'autres textes des critiques beaucoup plus détaillées, mais qui sera désamorcée dans les thèses ou les affirmations de mon texte, sans, encore une fois, qu'il y ait une argumentation aussi construite que ça pourrait être possible, puisque c'est un texte qui a une dimension un peu politique. Ce billet, donc, que j'ai intitulé « Pour une philosophie de l'histoire crépusculaire », on verra ce que ça veut dire en lisant le billet, est placé sous le patronage du poète allemand Hölderlin, et notamment de cette phrase d'un des poèmes d'Hölderlin: « Mais parfois le plus clair regard aime aussi l'ombre. » Vous allez voir que la philosophie qui est défendue dans ce texte est en quelque sorte une philosophie de l'ambiguïté ou de la nuance entre des pôles extrêmes qu'il s'agira à chaque fois de dépasser. Il faut regarder l'avenir comme on regarde un paysage au crépuscule. Dès que nous songeons à l'avenir, les formes en apparence stables et distinctes qui nous entourent commencent à se brouiller. Les arêtes rassurantes des étangs s'estompent, des traînées d'ombre s'étirent. Le décor devient flou et mouvant. Nous sentons d'un coup la réalité du devenir que nous avions ignoré et simplifié pour agir sur notre présent. Le présent est une frontière, une transition, un seuil, une zone intermédiaire. Dans le présent, quelque chose du passé a triomphé, comme persiste la lumière d'une étoile déjà morte. Et quelque chose d'avenir, de non encore advenu, commence déjà à nous apparaître, à surgir. Une vision nette et absolue du futur est un fantasme rationaliste, un résidu de dogmatisme religieux, de platonisme. Toute vision dépend d'une position, d'une perspective partielle. Un authentique regard vers l'avenir est une délicate opération de vision, un coup de sonde à travers un champ tourmenté et disparate, plein d'éléments hétérogènes. C'est voir un paysage de crépuscule, parce que nous avons encore assez de lumière pour entrevoir, pour nous faire une certaine idée de ce qui nous attend au loin. Et en même temps, le décor n'est pas clair, ce n'est déjà plus le jour. Mais le crépuscule, ce n'est pas davantage la nuit, c'est un entre-deux, un espace strié de forces contraires, ouvert au possible. C'est un champ de bataille bigarré, dans lequel la somnambulique habitude de la continuité routinière s'est brisée. C'est un clair-obscur des rayons et des ombres. Être au crépuscule, c'est s'arracher à l'évidence du présent, de l'existant. C'est le saisir comme état métastable qui peut brusquement basculer d'un côté ou d'un autre. Le passé est parfaitement clair, en ce sens qu'il a un contenu totalement déterminé, irrévocable.
Rien ne peut changer le contenu de la journée d'hier. La marche du temps est irréversible. Les occasions passées ne reviendront jamais à l'identique. Ni l'homme ne se baigne 2 fois dans le même fleuve, ni le fleuve ne baigne 2 fois le même homme. Une certaine pensée mythique, conservatrice, a fait de la nature le symbole de l'immobilité, alors que la nature réelle est croissance, puissance, engendrement foisonnant. Ce dynamisme à l'œuvre dans la nature, cette autocomplexification de la matière qui n'a de cesse de devenir autre qu'elle n'est, se prolonge dans l'évolution des êtres vivants et dans l'individu humain. Le désir est la traduction dans l'organique du devenir, du mouvement de la nature. Le désir est volonté de puissance, visée d'excellence, développement, force motrice et processus d'intensification. Le désir fait que la vie ne tient pas en place et que l'homme aspire continuellement à un état meilleur, supérieur, original. Être moral, c'est être fidèle au mouvement du désir. La complexification interne de la nature est la preuve d'un progrès à l'œuvre dans le monde naturel. Le monde social historique, la sphère de l'activité humaine, est un résultat récent, une strate récente du déploiement de la nature. Elle est ce qui fait exister un être capable de modifier consciemment sa propre évolution naturelle, aussi bien que les formes historiques de sa vie sociale. Elle est ce qui rend possible l'éthique, c'est-à-dire l'action lucide dans le sens du progrès de l'être, la participation à une continuité de création. La conception matérialiste du désir est ce qui donne son fondement objectif à la moralité. La fidélité au sens du désir est fidélité au progrès universel, au bien. C'est la compréhension rationnelle des conditions de la prolongation de notre nature désirante et ascendante qui permet de prouver la vérité des affirmations morales. L'effectivité du progrès, le développement, le bien, voilà le critérium de la vérité en éthique. C'est de cette réalité-là dont nous parlons lorsque nous débattons des conditions d'une vie bonne, de l'épanouissement, du bon développement d'un individu. Cependant, l'existence du progrès dans l'histoire humaine ne nous assure pas que nous le prolongerons effectivement. Se l'imaginer, c'est réintroduire par un idéalisme rationaliste une fixité dans le chaos de la vie. C'est vouloir contenir la vie dans un moule abstrait, dégagé de son passé. Mais la vie, c'est ce qui résiste, ce qui trouve une faille, qui brise ses chaînes, qui casse les barreaux pour s'évader. S'il y a un sens de l'histoire jusqu'à présent, il n'y en a pas pour le futur. Le présent est une région crépusculaire, une terre de fer rouge au sang mêlé, l'endroit qui sépare la détermination totale du passé de l'indétermination profonde de ce qui reste suspendu dans l'attente d'être peut-être choisi. Cette obscurité relative de l'avenir peut nous inquiéter. Le crépuscule nous met face à l'incertitude. Le sens des figures et des repères se brouille. La prolifération de l'inconnu nous met en crise.
L'environnement se fait énigmatique. Brouillard, magma, chaos. Ce qui est caché excite notre imagination. L'indétermination éprouvée attise nos désaccords. Nous n'avons pas les mêmes interprétations de l'avenir. La route à suivre ne s'impose pas d'elle-même. Même l'homme clairvoyant sur les choses à venir ne peut pas avoir de certitude absolue sur sa prévision. Qu'un futur radieux ne nous soit pas assuré ne devrait pourtant pas nous empêcher d'être confiants. Nous devrions au contraire aimer le crépuscule. L'aimer comme un enfant peut aimer un jeu de hasard. Car c'est précisément ce métissage d'ombre et de lumière qui laisse toutes ses chances à la liberté. Un futur tracé d'avance aurait quelque chose de desséché et d'aveuglant, d'excessivement lumineux, comme un désert égyptien. Nous sentons bien ici que l'avenir dépend de l'idée que l'on peut s'en faire, des actes que nous allons poser, des créations en train d'être imaginées. L'air au crépuscule est frais, mais chargé de potentiel, riche de la matière même de nos rêves. L'incertitude est un défi jeté à notre puissance d'agir. Le mystère dont s'entoure la fortune plante dans nos cœurs une pointe d'espérance. Il n'y a qu'un progrès incertain qui puisse être notre affaire. L'histoire n'est pas une idée à réaliser. Elle est notre activité vivante elle-même, la rencontre aléatoire de désirs sans objet, dans un maelstrom de virtualité. La vitalité de la vie est trop sauvage pour être enchaînée dans une idée. Elle fait mentir toutes les prophéties de fin de l'histoire. Être au crépuscule, respecter la crépuscularité du temps historique, c'est refuser les dichotomies, les dualismes simplistes, décadence ou progrès. Le crépuscule est menacé par l'uniformité, par l'excès de nuit comme de lumière, par le pessimisme fataliste, non moins que par le positivisme rationaliste. L'uniformité, la croyance à l'immuabilité, à l'identité de tel étant, le poncif réactionnaire du rien de nouveau sous le soleil, sont des dénis du temps historique, donc de l'homme. La conception cyclique, archaïque, païenne du temps, aussi bien que celle monotone et fataliste des philosophies modernes de l'histoire, qu'elles soient progressistes ou décadentielles, se rejoignent dans le présupposé hétéronome que l'histoire est déjà toute faite, tracée d'avance. La croyance que le temps ne change au fond rien, que l'audace humaine n'est pas décisive. Et là, je me permets une coupure et un petit commentaire, parce que j'estime avoir fait sur ce point-là quand même une percée conceptuelle. Il y a un présupposé commun de deux conceptions du temps que habituellement on présente comme antinomiques. Soit c'est cyclique, soit c'est linéaire. Soit l'histoire passe de phase de progrès à de phase de décadence perpétuellement, soit elle est dans une courbe toujours ascendante ou toujours descendante, enfin bref, soit c'est linéaire, soit c'est cyclique. Et en fait, qu'est-ce qu'ont de commun ces deux conceptions a priori complètement opposées, l'une qu'on associe donc plutôt au paganisme, l'autre plutôt au christianisme, aux visions du monde sécularisé de la modernité qui serait l'héritière de la pensée chrétienne. En fait, les deux conçoivent le temps comme régi par une forme fixe, en fait. Soit c'est la forme d'une ligne droite, droite vers le bas ou droite vers le haut, peu importe, soit c'est un cercle, en fait, quelque chose qui boucle sur lui-même. Mais dans les deux cas, le temps, au fond, ne change rien à l'affaire.
ce que vous allez faire ne changera pas qu'au fond, on passera toujours de phases de progrès à des phases de décadence, ou bien ce que vous allez faire ne changera rien au fond, que à la fin des fins, l'humanité arrivera au stade ultime, qui soit conçu positivement ou négativement. Ce sont des conceptions qui nient l'histoire, en fait, qui nient la possibilité de faire autre chose que ce qui est régi par la forme qui est attribuée au temps, en fait. Ce sont des conceptions de l'histoire qui n'admettent pas la nouveauté, qui n'admettent pas la création, en réalité. Après, on peut trouver toutes sortes de nuances et de variations, hein, mais fondamentalement, le sens global de l'histoire, il est déjà donné par une forme stable, en fait. Et ce sont donc des conceptions de l'histoire qui ne respectent pas, ce dont je n'ai peut-être pas encore complètement tout à fait parlé dans mon texte, encore que, qui est la question de l'indétermination. Dès qu'il y a une part de chaos, une part d'imprévu, d'imprévisible, qui ne se laisse pas justement cerner par des conceptions abstraites. Contre ce temps géométrique, continu et infécond, la pensée historique doit faire droit à l'esprit de finesse, à la multiplicité des devenirs et des ruptures. Le regard sur l'avenir doit se faire géographique, reconnaître la diversité des lieux et des routes qui encombrent l'horizon. Je file la métaphore du paysage au crépuscule tout le long du texte. Au crépuscule, nous prenons la mesure de l'irréversibilité du temps. Des lueurs s'évanouissent, des choses disparaissent pour toujours. Encore que nous n'avons même pas d'assurance qu'il s'agit de ceci plutôt que de cela. Mais le chaos de couleurs et de formes qui nous entoure, les fragments avalés et les sentiers surgissant à notre rencontre, sont en même temps la condition de possibilité de l'action créatrice. L'état de crise appelle une décision. C'est au sujet qu'il revient de tracer une voie, de fixer un cap, exercer son activité. L'action est ce qui fait éclater la fable de la fatalité. L'action ajoute de l'inédit, quelque chose qui n'était pas déjà là. Car l'action est création, tout comme le temps. L'action n'est pas simplement, entre guillemets, dans le temps. Elle est du temps. Elle est une charge de devenir enfouie dans l'humanité et qui attend la rencontre d'autrui pour jaillir comme un feu d'artifice. En ce sens, l'homme est bien identique au temps, au dynamisme fondamental de la nature, la physis des Grecs. L'homme est un éclat du devenir ayant pris conscience de lui-même. La réussite de l'action, parce que je ne voudrais pas faire une philosophie de l'action qui serait en quelque sorte irrationnelle ou qui tomberait dans l'activisme, l'action pour l'action. La réussite de l'action dépend de son union à la pensée, de la synergie de la théorie et de la pratique. La pensée n'est pas la simple récapitulation spectatrice de ce qui s'est accompli. Le rationalisme, de Platon jusqu'à Marx, non moins que l'empirisme, de Locke et Hume jusqu'à Quine et Hayek, a un fond conservateur. Ce sont des doctrines qui veulent rendre raison du fait accompli. Ça, c'est plutôt pour le rationalisme. Sinon, il faudrait dire que ce sont des doctrines du fait accompli pour l'empirisme. On se contente de ce qu'il y a et on ne va pas plus loin. Ce sont des verrous pour l'imagination. Elles aspirent, c'est donc ces deux pôles opposés de la réflexion en théorie de la connaissance, elles aspirent à plier l'homme à un ordre établi ou idéal, à en faire un instrument, maîtriser spéculativement ou pratiquement sa destinée. Elles veulent borner la matière et la vie dans le corset d'une logique,
Ça, c'est plutôt pour le rationalisme. Sinon, pour l'empirisme, il faudra dire qu'elles veulent le borner dans le corset de l'immédiateté, de ce qui est déjà là et qui s'impose comme si c'était immuable, justement. Elles ne se demandent pas, toutes ces philosophies, donc l'empirisme et le rationalisme, ce que nous pourrions être, ce qui n'a jamais été pensé. La pensée, donc la philosophie, est affirmative, conscience anticipante et désirante, surgissement d'images actuelles ou virtuelles. La pensée est sélective, tranchante comme un coup de hache, destructrice d'idoles. Elle n'est pas une pieuse totalisation du passé dénuée de visée normative. Et elle n'est pas davantage la représentation pure et préalable de ce qui est à venir, une forme commandant sa laborieuse réalisation pratique. Donc c'est très très nuancé, il s'agit et de nier l'action pour l'action ou l'activisme, et de nier qu'il y a un rapport de hiérarchie entre la pensée qui prédétermine ce que l'action va faire, comme si le futur lui était transparent. C'est une dialectique qu'il faut trouver. Le crépuscule ne donne le signal de l'envol à l'oiseau de Minerve que pour que celui-ci apporte connaissance et créativité à l'être aux prises avec une bataille incertaine. Mais Hugues et Munine ne facilitent le projet que d'un Dieu à moitié aveugle. C'est uniquement dans ce temps incertain que nous pouvons faire une différence, entrer dans des relations aux destinées non écrites, devenir. C'est parce qu'il y a de l'invisible que notre imagination peut ajouter du sens au monde. Et l'imagination n'a aucun rôle à jouer dans l'empirisme et le rationalisme, parce que soit vous allez déduire logiquement tout ce qui va devenir et toutes les vérités possibles d'une vérité première, rationalisme, soit vous en tenez à ce qui est immédiat. Vous n'allez pas plus loin que les données de l'expérience sensible. Auquel cas, il n'y a pas besoin d'imagination non plus. Et pourtant, l'homme est un être d'imagination, ce que rate aussi bien l'empirisme que le rationalisme. Et cette imagination est une réponse à l'indétermination, justement, de la situation à laquelle l'action est confrontée, en fait. C'est parce qu'il y a de l'invisible que notre imagination peut ajouter du sens au monde. C'est seulement dans les coins noirs du tableau que l'on peut ajouter de la couleur. Seul un présent ouvert à l'incertitude de l'avenir peut trouver la force et la créativité de se forger son futur. Chevaucher au crépuscule, porter dans la nuit de l'avenir la flamme qui nous anime, n'est-ce pas cela, la grandeur historique, l'esprit prométhéen?